Bonjour à vous qui nous suivez sur Activiste TV, bienvenue dans votre entretien. Alors ce matin nous recevons M. Khalifa Sanoko, maire de la commune urbaine de Sikasso. Avec lui nous allons aborder des questions essentielles de la nation, notamment son parcours à la mairie de Sikasso, les difficultés au sein du parti Adima et beaucoup d'autres sujets intéressants de la vie de la nation. Bonjour M. Sanoko. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, ça va aller chez vous. Merci bien. Okay. Alors, vous êtes actuellement maire de la commune urbaine de Sikasso. Dites-nous, qu'avez-vous fait concrètement pour les populations depuis votre arrivée à la mairie? Merci pour cette question, mais avant d'aller à cette question, je voudrais d'abord remercier votre équipe d'avoir fait le déplacement pour échanger sur tout ce qui peut être d'intérêt pour les populations aujourd'hui. Je voudrais, à l'entame de cet entretien, d'abord souhaiter que notre pays retrouve la paix, la sérénité. Je voudrais souhaiter que notre pays, qui a tant perdu du point de vue de notoriété sous-régionale, régionale et internationale, retrouve ces valeurs premières que lui ont inculquées les pères de la nation. Le Mali était un pays respecté, respectable et respecté, un pays qui comptait, non seulement sur le plan africain, mais même sur le plan international. C'est vrai, on ne peut pas refaire les choses, mais notre souhait, c'est que le Mali revienne à ces valeurs. Ces valeurs qui ont fait qu'on le respecte, à savoir le sérieux, la rigueur de gestion, le patriotisme. Donc, un certain nombre de choses qui ont fait que nos pères de l'indépendance avaient, malgré leur âge relativement jeune à l'époque, avaient super reflété le Mali à travers le monde. Donc, mon souhait, avant qu'on aille dans le fond de notre entretien, est que nous retrouvions ces marques-là. Ceci dit, effectivement, je suis arrivé à la mairie de Sikasso comme maire à l'issue des élections communales de novembre 2016. Et nous avons commencé, notre équipe à fonctionner à partir du 4 janvier 2017. Donc cela fait 1 an, 3 mois que nous sommes en fonction sur une durée de 5 ans que doit courir notre mandat. C'est vrai, quand on vient, les populations qui ont beaucoup souffert, qui attendent beaucoup, voudraient voir tout de suite tout réalisé. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Matériellement, ce n'est pas possible. Objectivement, ce n'est pas possible de voir tout. En même pendant 5 ans, c'est évident que nous ne pouvons pas tout faire. Je dis et je le dis, quand notre équipe s'installait, nous avons trouvé 402 millions de dettes fournisseurs impayées. Nous avons trouvé 180 millions de dettes énergie du Mali. De 2002 à 2013, les dettes cumulées font 180 millions. Donc au total, si vous faites le point, nous avons trouvé passif de 600 millions environ. Pour une mairie, c'est énorme. Et c'est pourquoi, toute proportion gardée, il faut quand même tenir compte de ce passif. Et notre première tâche, c'était qu'il fallait s'assurer que les travailleurs qui sont à la mairie, qui dépendent de la mairie, qui sont au nombre de 220 environ, qu'il faut assurer leur salaire régulièrement, sinon on ne peut pas travailler correctement. Il fallait s'assurer que le fonctionnement de la mairie ne s'interrompt pas. Il fallait s'assurer que les ordures ménagères, et Sikasso paie environ 3 millions de tonnes de déchets urbains par an. Et c'est beaucoup. Il fallait s'assurer que ça continue d'être ramassé pour aller au dépôt final.
il faudrait s'assurer qu'il y a un certain nombre de services à rendre à la population, que ces services peuvent être assurés régulièrement. Alors ça c'est déjà des choses que le commun des mortels, ou en tout cas le commun des citoyens ne peut pas percevoir immédiatement parce que ça ne change pas beaucoup apparemment sa vie quotidienne. Mais c'est des préalables pour que sa vie quotidienne aussi puisse changer. Et aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé de retard de salaire à la mairie, vous n'avez pas trouvé d'ordures ménagères non ramassées parce qu'il n'y a pas eu de gasoil pour ce site-là, ou que les camions sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas pu être réparés. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont rentrées dans la normale, si on peut dire comme ça. Évidemment, après ça, il faut s'assurer qu'il y a des fonds pour commencer à faire des travaux. Là où vous avez trouvé 402 millions de dettes, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour travailler. Et sinon, bon, on aurait commencé déjà à travailler avec cet argent. Donc il fallait s'assurer aussi qu'on a mobilisé un certain nombre de ressources pour non seulement faire face à ceux dont j'ai parlé, mais aussi pour faire des travaux, parce que les gens veulent voir des réalisations physiques. La réalisation de services, les gens, même s'ils sont au courant, ça ne les intéresse pas beaucoup. Mais par contre, ils veulent voir des réalisations physiques. Sur ce plan, il y a un certain nombre d'infrastructures que nous avons trouvé en train de centraliser. On a poursuivi ces infrastructures, notamment l'aménagement des voies qui étaient beaucoup en retard. Des voies de la ville de Sikasso. Des voies, donc des pavés, des caniveaux qu'on devait faire. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment les choses sont passées, mais ceci dit, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de retard. Les travaux qui devaient durer 4 mois, eh bien, nous sommes à plus d'un mois, plus d'un an, qui ne sont pas encore terminés. Mais nous sommes attelés à ce que ces travaux puissent s'assurer. Mais en plus, nous avons initié la construction de 57 salles de classe. Mais essentiellement dans les villages, les 28 villages qui font partie de la commune urbaine de Sikasso. Parce que la commune urbaine de Sikasso, vous avez 18 quartiers et 28 villages. Et on a tendance souvent à oublier les villages. Et ces villages dont les enfants doivent être scolarisés viennent souvent sur de longues distances et finalement finissent par se décourager et abandonner. Parce que si vous devez faire chaque jour 6 km, allez 6 km de tour, ou même plus, et vous voyez qu'un enfant, à un moment donné, il est fatigué et il abandonne. Donc, ça, on tient à faire en sorte que ces enfants aient leur école à côté d'eux. C'est pourquoi il y a 57 salles de classe en construction. Il y en a qui sont finis. Dans ces villages. Dans ces villages. Et la ville, évidemment, à part deux ou trois quartiers périphériques, la ville ne bénéficie pas de ça parce que la ville a suffisamment de salles de classe. Évidemment, comme ceux qui parlent le plus, c'est ceux de la ville, ils vont dire qu'ils ne voient rien. Ou en tout cas, ils voient peu de choses. C'est normal. Il faut aussi que dans les actions, on mette des priorités. Et pour moi, la priorité, c'est de faire en sorte que les habitants qui sont à la périphérie se sentent aussi citoyens de la commune urbaine. Sinon, il y aurait deux types de citoyens de la commune, les citoyens de premier niveau et les citoyens du deuxième niveau. Et il faut éviter ce genre de perception, parce que ça complique la vie par la suite. Okay. Et en plus de ces salles de classe en construction, donc quand on dit salle de classe, la salle de classe, le bloc de direction, les latrines, etc. Mais en plus, il y a les CESCOM. Les CESCOM, on a commencé à construire au moins des CESCOM, à équiper des CESCOM qui étaient construits mais qui n'ont pas d'équipement. Une maternité aussi comme telle. En plus, les forages. Vous savez, le problème d'eau est crucial. Le problème de Sikasso, c'est qu'il pleut beaucoup, mais l'eau se coule rapidement. Donc en période comme aujourd'hui, la période avril, mai, juin, il y a énormément de problèmes d'eau, même pour la boisson.
Et Sikassoville a moins de problèmes parce qu'il y a eu l'adduction d'eau avec les Danois depuis les années 95-96. Mais ce qui est très, très crucial, c'est les villages encore autour de Sikasso. Il y a certains villages dont le problème d'eau est extrêmement vital. Donc on a commencé ce forage. Il y a quelques forages qu'on a déjà effectués dans ces villages-là. Là on commence par les plus cruciaux. Je prends, il y a un village qui n'est pas, qui est à peu près à 18 km de Sikasso. Mais si vous y arrivez, quand les périodes sèches, ça fait pitié. C'est incroyable. Ok, on va. Bon, donc il y a, donc, il y a des choses qu'on est en train de faire réellement pour que la population. Aujourd'hui, en ville, maintenant, il y a des aménagements qu'on a commencé, des mamelons en train d'aménager. Il y a des voies de traversée, donc des ponts qu'on est en train de vouloir faire. Donc il y a un certain nombre d'actions qu'on est en train de mener maintenant en ville aussi, pour que les gens, ils sont comme je le dis, pressés et ils oublient que nous avons 5 ans. Et que nous avons trouvé des caisses vides. Donc c'est ce que je peux vous dire, et sans compter des autres actions qu'on ne voit pas, dans la formation des maîtres. Parce que vous savez, l'école fondamentale, c'est aussi qui dépend de la ville. Et j'ai initié la formation des maîtres en français. Parce que, comme vous le savez, le niveau de français est très faible. Et ça, c'est une action que le citoyen lambda ne voit pas. Et c'est pas ça qui l'intéresse le plus. Or, comme vous savez, le français, c'est notre langue de travail. Donc, ça, quand vous ne le maîtrisez pas, évidemment, le reste là devient difficile. Tout à fait. Voilà un peu ce que je peux dire, vraiment en résumé. Mais ce qui est sûr, c'est que nous travaillons à ce que la vie s'améliore dans la cité. Et vous avez peut-être écouté les derniers chiffres de la mairie. Quand on a fait une année, le solde comme dégage est 1,395 milliard. Et puis, ça va nous permettre de travailler maintenant sur le niveau. Alors, avant votre arrivée à la mairie, le régime vous avez nommé à la tête de la CMDT avant de vous remplacer. Quelles en sont les raisons? Bon, d'abord, je voudrais dire que quand j'étais déjà à la retraite, et vous le savez peut-être, moi, mes dernières années de service, les 21 dernières années de service, j'étais aux Nations Unies. Et quand j'avais pris ma retraite des Nations Unies, et que on a estimé en fin 2013, donc 2 ans après, que la CMDT devait être sauvée, parce qu'elle est en chute libre. On m'a posé le problème. Et vraiment, on souhaiterait que tu viennes. Donc, je n'ai pas cherché. J'ai dit, il n'y a pas de problème, parce que la CMDT, je connais. Je connais comment. Parce que quand j'étais conseiller du ministre de l'Agriculture, j'ai son directeur de cabinet de 1981 à 1984. Moi, j'avais la supervision de la CMDT depuis le Niger. Et la CMDT, à l'époque, était dirigée par le docteur Bokar Sadassi, un des plus grands directeurs que la CMDT ait jamais connu. Et c'est moi qui le supervisais. Donc, c'est quelque chose que je connais depuis cette période-là. Et quand je regarde à maintenant, ça fait quand même un peu plus de 30 ans. Donc, quand on m'a dit ce qu'on le faisait, il dit que ce n'est pas un problème pour nous. Effectivement, vous avez vu les chiffres certainement. 2 ans que j'ai passé à la CMDT, vous avez vu les chiffres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Ça a été la première année déjà, je rappelle la première année, le bénéfice net était 14 milliards de poussières, ce qui avait été rarement fait à la CMDT. La production avait augmenté en une année de 25%. Et ainsi de suite. Donc les chiffres étaient parlants en soi-même. Sans compter le chiffre d'affaires qui avait augmenté et la CMDT s'est retrouvée rapidement être classée parmi les 500 plus grandes entreprises d'Afrique, par une Afrique économique. Donc pas de nous, c'est pas nous qui avons fait ça. Et en avril 2015,
pendant que j'étais en ma deuxième année, le coton malien a été classé meilleure qualité de coton africain à la bourse de Liverpool. Donc c'est pas une manipulation d'ici. Donc je pense avoir accompli une bonne partie de la mission que je croyais qu'on a accomplie, parce qu'entre nous, nous n'avons pas précisé quelle mission précise, mais j'avais imaginé qu'il fallait sauver l'entreprise. Donc, pour moi, le chiffre parlait soi-même. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, à la fin de 2015, en décembre 2015, donc 2 ans après, pratiquement jour pour jour, là, on m'a appelé pour me dire, après le conseil des ministres, que bon, le conseil des ministres a décidé de mettre fin à ma mission. Je n'ai pas demandé pourquoi. Parce que ça ne m'intéressait pas de savoir pourquoi. Une fois que je n'ai pas cherché à être, si ceux qui m'ont mis en mission estiment que ma mission est terminée, je n'ai pas de commentaire à faire. J'étais surpris, mais comme je dis, j'étais surpris d'être appelé à la fonction, donc surpris de partir de la mission, mais ce n'est pas un problème du tout pour moi, parce que je n'ai pas cherché à être délégué de la santé et vraiment sortir par j'étais à la retraite et je n'étais pas, je m'excuse, je n'étais pas en quête de poste. Parce que vraiment, mais ceux qui m'ont dit que la mission est terminée doivent avoir leur raison. Ce que je sais, c'est que quand le président de la République est parti à Sikasso pour sa visite présidentielle il n'y a pas longtemps, il a tenu à présenter des excuses officielles au vestibule pour ce qu'il m'aurait fait, sans préciser qu'est-ce qu'il m'a fait. Certainement vous avez suivi ça. Comme il ne m'a pas dit exactement pour quelle raison il tenait à présenter ses excuses, alors donc je n'ai pas répondu non plus, parce que vous répondez à ce que vous comprenez. Mais ça s'est passé publiquement, donc ce n'était pas un secret, il était au vestibule. Tout récemment, vous avez tenu un meeting à Sikasso, au cours duquel vous laissiez entendre que la population, ce sont les populations qui demandent à ce que vous soyez candidat à la présidentielle de 2018. Rectification, je n'ai pas tenu un meeting à Sikasso. C'était en septembre. C'est une coalition de partis politiques, d'associations et clubs de soutien qui se sont unis et ont uni leur force pour organiser un meeting au cours duquel ils m'ont demandé d'accepter d'être leur candidat à la présidentielle. À cette époque, d'ailleurs, j'ai dit, c'était le 16 septembre, j'ai dit qu'il y a un processus en cours au sein de notre parti et j'attends l'issue de ce processus pour donner suite à leur demande. Donc c'est initié effectivement par des populations organisées en association lors de soutien des partis politiques. Ce jour-là d'ailleurs, le porte-parole des partis politiques, Bani Diawara, de l'APDM, a pris la parole pour dire qu'ils sont un certain nombre de partis politiques qui sont venus pour dire avec ou sans l'élément, moi je suis leur candidat. En dehors de la ville de Sikasso, y a-t-il d'autres localités qui soutiennent votre candidature à la présidentielle? Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer ceci ou cela. Mais ce qui est sûr, le meeting dont vous parlez par exemple, à Sikasso, il y a des gens qui sont venus d'un peu partout, de toutes les régions. Il y a des gens qui sont venus de Bamako, il y a des gens qui sont venus de Kaï, il y a des gens qui sont venus de Tombouctou, de Mopti, Koro, Bankas, Benagara. Il y a des gens qui sont venus du Burkina, Bobo Dioulasso. Il y a des gens qui sont venus de Côte d'Ivoire, de Bouaké et d'Abidjan. Et il y avait de tous les cercles de la région de Sikasso. Et il y en a qui sont venus de Sam, de Bla. Donc, si je me réfère à
cette participation à ce meeting, encore une fois que je n'ai pas initié, qui a été initié par d'autres acteurs. Et les gens ont pensé même que c'était la demande qui avait organisé le meeting. Non, au contraire, d'ailleurs, c'était en dehors de l'événement. Donc, si on se réfère à cela, je dis, je peux penser raisonnablement qu'il y a une large adhésion à cette candidature. Votre candidature est-elle aperçue comment au sein de votre propre parti? Parce que beaucoup de Maliens se posent la question, est-ce que Khalifa Sano sera candidat à la présidentielle de juillet 2018? Si oui, sera-t-il le candidat du parti Adema ou... La question est pertinente parce que je dis et je le dis, tout dépend de ce qu'on appelle le parti Adema. Si on pense que le parti Adema, c'est les quelques éléments au niveau de la direction du parti qui ont manifestement plus d'engagement, auprès du parti présidentiel actuel, pour dire qu'il n'y aura pas de candidat contre l'IBK et que l'ADEMA va suivre l'IBK. Évidemment, ces gens-là, ils sont contre toute candidature interne de l'ADEMA. Ça, ils ne l'ont pas caché et ils feront tout pour qu'il n'y ait pas de candidature contre l'IBK. Donc, s'il s'agit de ceci, il ne constitue pas l'ADEMA et il y a des centaines, des milliers de militants ADEMA qui tiennent à ce qu'il y ait des candidats de l'ADEMA. Donc, quand on parle de l'ADEMA, en pensant que c'est quelques dirigeants, parce qu'ils sont ministres aujourd'hui, ou qu'ils sont accrochés au pouvoir d'une manière ou de l'autre, que ce sont eux le cause d'ADEMA, ça on fait fausse route. Et ce n'est pas par mépris, mais allez-y voir chacun de ceux qui s'approchent là, comment ils sont perçus à leur niveau, à leur base. Au sein du parti. Oui, parce qu'un homme politique, c'est d'abord la base que tu as. Oui. Ce n'est pas faire beaucoup de bruit, c'est ta base. Si tu n'as pas de base là, normalement tu dois même te taire. Moi je prends le président actuel de notre parti. Les communales qui se sont passées en novembre 2016, vous avez vu, il est directeur général du parti au niveau de la Côte de Boni, la section de Boni, il est président du parti, il est ministre du gouvernement du Mali. Malgré ces trois titres, il a perdu. Le parti a perdu le communal dans sa petite commune où on cherchait 11 conseillers. Le parti a perdu face au parti que représentait son propre neveu. Parce que s'il avait une base, normalement, avec tous ces trois titres, normalement, même Boni ne devait pas nous échapper. Vous savez que Boni est géré, la commune de Boni est gérée par la CDS. Le maire de Boni est CDS. Donc, quand vous voulez faire un peu l'action politique, il faut que vous soyez une base réelle. Mais comme aujourd'hui, bon, la politique a perdu beaucoup de son poids réel, la signification réelle, n'importe qui fait n'importe quoi. Sinon, normalement, quand c'est comme ça, politiquement, il se retire. Je voulais assurer la souveraineté, même ma base. Donc, quand je dis l'ADEMA là, ce n'est pas. Et la preuve, vous allez voir, même hier, j'ai reçu des lettres de sous-section qui me soutiennent. Même hier. Donc, êtes-vous candidat pour la présidentielle de juillet 2018? Mais, je l'ai dit, je maintiens. Si vous avez suivi mes décisions d'intervention, sur applicable en fin décembre, je l'ai dit. Et ensuite, il y a quelques jours, il y a eu une conférence de presse. Je l'ai dit, je suis candidat. Et ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, mais je dis, notre pays, aujourd'hui, est dans des difficultés réelles. Et nous avons, ce n'est plus le stade de l'amusement, ce n'est plus le stade de vouloir faire ceci et cela. Il faut qu'on sorte de là. Ok.
vont sortir là. Ok. Mais avez-vous été consulté par des leaders politiques pour une large coalition, par exemple? Coalition, je ne peux pas dire. Mais pour qu'on fasse tout pour qu'il y ait une alternance en 2018, oui. Et sur ce plan, vous avez vu un des leaders politiques sortir d'ici. Il n'y a pas un des leaders politiques majeurs qui ne soit passé chez moi ici ou à Sikasso. J'ai commencé à leur rendre la politesse en allant les voir, notamment Tchébé, je suis allé les voir, notamment les Bonasako, je suis allé les voir, et j'entends faire la réciprocité parce que, comme le dit le Bama, c'est Glenté Srabo. Mais il n'y a pas un politique majeur qui ne soit pas venu me voir, soit ici, soit à Sikasso. Que ce soit Moussa Mara, Moussa Seko Koulibaly, Yessa Maké, Mono Sidibé, Soumela Sissé, Tchébé Lamé, Oumar Mariko, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Qui ont initié la démarche. Pourquoi je dis, je vais leur rendre la politesse. Et je pense que si tous ces monde quand même venus nous rendre visite, je ne pense pas que ce soit anodin. Il doit y avoir une justification. Le gouvernement s'est engagé à mettre tout en œuvre pour que la présidentielle ait lieu en juillet 2018 comme produit. Vous y croyez? Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts? Il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Okay. Parce que, de toute façon, la seule échéance qui soit constitutionnelle, c'est bien l'élection présidentielle. On peut par loi décaler l'élection communale, l'élection législative, etc. Mais ce qu'on ne peut pas décaler par loi, c'est bien ce qui est dans la Constitution, ça va avoir l'échéance présidentielle. Ça, on ne peut pas décaler par loi. Et pour changer ça, il faut un référendum. Et comme on ne peut pas avoir de référendum pour changer ça d'ici là, donc je n'ai pas de raison de ne pas croire que ça sera lieu, comme l'a dit le gouvernement. Et quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique actuelle du Mali? Bon, vous êtes des médias, vous le savez, vous avez. C'est un secret professionnel pour me dire que ça ne va pas du tout. D'abord, notre unité nationale. Parce que ça, c'est le fondement de notre vivre ensemble, hein. C'est l'unité nationale. Le Mali tel que nous l'avons hérité de nos pères de l'indépendance. Notre unité nationale est à rude preuve aujourd'hui. Ça, vous le savez. Elle est menacée. Elle est menacée. Notre existence en tant que nation est menacée. Les zones nord, vous avez vu que depuis que le président de la République a été élu, à part Gao, où il s'est rendu dans des conditions quand même assez, je ne vais pas dire humiliantes, mais dans des conditions qui ne sont pas normales. C'était pour accompagner Macron, qui était venu rendre visite à cette troupes au nord. Moi, je serais président de la République, je ne serais pas allé. J'avais envoyé peut-être mon ministre des Affaires étrangères ou de la guerre, mais je ne serais pas allé pour dire derrière un président étranger sur mon sol. Bon, bref. Donc, à part cet épisode-là, il n'a jamais pu être au nord. Oui. Il n'a jamais pu. C'est le premier ministre qui s'est rendu récemment à Kidal, et avec toutes les précautions prises par-ci par-là, mais le président de la République n'a pas pu aller au nord. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas sous sa gestion. Il ne sait pas ce qui se passe. Il y a des endroits où il n'y a pas d'école depuis combien d'années? Il y a des endroits où l'administration publique ne peut pas être, où nos forces armées ne peuvent pas être, où nos forces de sécurité ne peuvent pas être. Donc notre existence, il ne faut pas se voiler la face, notre existence aujourd'hui en tant que nation est sérieusement menacée. Donc se voiler la face là. Donc ça, c'est un point. Même le centre aujourd'hui. Au centre aujourd'hui, il y a des zones. Tous les jours, vous entendez Bajangara, machin, Mignono.
Donc, en réalité, cette progression vers le sud là est évidente. Il ne faut pas qu'on se perd, on se voile la face. Ça, c'est sur le plan de l'unité de notre nation. Donc, c'est le fondement même. Parce que tout le reste vient à l'intérieur de ça. Sur le plan de la gestion des affaires publiques, tous les petits scandales dont vous le savez mieux que moi. Vous entendez, bon, il y a des faux là-dedans, il y a des vrais là-dedans, mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont hors normes. Donc, il y a la gouvernance générale est piteuse. Donc, il faut seulement changer. Donc, l'école ne va pas, ça vous le savez. L'école va à Bolo, depuis la primaire jusqu'à l'université. Chaque jour, il y a un grève, il y a ceci, il y a cela. Le niveau de l'école malienne a baissé dramatiquement. L'école part dans les années 60, 70, 80, c'est devenu une école dont on se méfie des problèmes. Alors que quand nous étions formés, dans la sous-région et même ailleurs, je me rappelle quand nous sommes arrivés à Nicolas en 68, avec le bac, moi-même j'étais régulièrement premier dans les matières scientifiques, mathématiques et composés. Et à ma sortie, mon camarade était là, moi j'étais major de promotion, yougoslave, arabe, tout compris. Donc notre école était performante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a beaucoup de pans, la santé, la justice, les forces de l'ordre, l'armée. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut corriger urgemment. Sinon, si on continue, ça va être grave. Pour nous tous, hein, même ceux qui croient qu'aujourd'hui ils sont épargnés, vous avez vu. Hier, si tu demandais à un jeune Yono, tu demanderas que est-ce qu'ils sont en insécurité, ils allaient dire ah non, ça c'est mon droit. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le dire. Donc, il faut qu'on fasse attention. Les amusements là qu'on est en train de faire, parce que tout le monde croit qu'il peut être candidat. Et c'est ça qui est aussi l'amusement. C'est l'amusement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore conscience de la gravité de la situation que nous avons. Voilà un peu ce que je peux dire en matière. Nous vivons une situation dangereusement dramatique pour nous. Le Premier ministre Soumaïla Boubaye Maïga vient d'effectuer une visite à Kidal où une autorité n'avait pas mis pied depuis presque 4 ans. Vous y voyez un espoir? Le fait qu'il ait pu aller à Kidal. C'est déjà une bonne chose. Et ça veut dire que tout n'est pas perdu. Qu'il y a encore de l'espoir pour ressouder l'Assemblée nationale. Évidemment, quand c'est difficile comme ça, il faut prendre beaucoup de précautions pour que les ratés soient évités au maximum. Encore une fois, c'est déjà une bonne chose que le Premier ministre ait pu faire ce déplacement à Kidal. Ça nous permet d'entrevoir les lendemains d'être beaucoup plus radieux qu'aujourd'hui. Alors, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Monsieur le maire, si vous avez un dernier mot, l'endroit de ceux qui nous suivent. Le dernier mot, c'est que je souhaite vivement que nous prenions collectivement conscience de notre situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que souvent, les gens ne réalisent pas que nous sommes en danger d'existence en tant que nation. Donc, le dernier mot, c'est que nous puissions collectivement avoir conscience que nous sommes dangereusement menacés. Et qu'il faut qu'on se ressaisisse. Il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on soit plus rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que ce qui nous arrive là, il ne faut pas chercher la faute à quelqu'un d'autre. C'est d'abord notre faute. Quand quelque chose vous arrive,
posez-vous la question, quelle est votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Mais nous avons coutume, quand ça nous arrive, de dire c'est l'autre. Nous cherchons d'abord à savoir quelle est notre part. Et là-dedans, là, nous sommes les plus grands fautifs. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, nous sommes les plus grands fautifs. Donc, nous vraiment faisons en sorte qu'on se le saisisse pendant qu'il est encore temps. Merci beaucoup, M. Sanoko, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres entretiens. Merci. Merci bien. Ouais.